Bonjour, nous sommes ici avec Jacques Rancière et nous allons faire une interview pour REC. REC est un réseau d'études critiques sur l'Amérique latine. Nous sommes tous des gens philosophes. Alors nous demanderons comment est-ce que vous avez-vous intéressé par la philosophie et aussi qu'est-ce que c'est pour vous l'exercice d'être philosophe et de faire philosophie. Oui, je ne sais pas très bien comment je suis venu à la philosophie. Étant jeune, je ne savais pas si je voulais travailler sur la littérature ou sur la philosophie. Finalement, bon, j'ai fait le choix de la philosophie parce que c'était quelque chose de plus difficile finalement pour moi, qui demandait plus d'efforts, d'investigation peut-être. Cela dit, bon, je suis devenu philosophe à une époque un peu particulière, qui était les années 1960, le moment de, disons, la grande explosion du structuralisme, qui était aussi le moment un peu d'une très forte mobilisation mondiale. Donc, je suis devenu philosophe à un moment où la philosophie éventuellement était contestée comme discipline, ou parce qu'il y avait toutes ces nouvelles formes du savoir, des nouvelles manières de penser. On peut penser par exemple à Michel Foucault, qui mettait la philosophie, qui faisait de la philosophie à partir de ce qui se passait dans les usines, non pas dans les usines, mais dans les hospices, à partir de questions qui étaient extérieures au champ philosophique. Et puis il y a eu toutes les formes de contestation du savoir académique qui ont notamment sont exprimées en 1968. Donc voilà, j'ai été depuis le départ un philosophe qui en même temps travaillait pas vraiment à l'intérieur du champ philosophique, travaillait pas vraiment sur les questions internes à la philosophie. Très vite, j'ai travaillé sur des questions qui étaient qu'on considérait comme, disons, relevant de l'histoire. J'ai travaillé pendant très longtemps sur l'émancipation ouvrière. Après, je me suis intéressé beaucoup, disons, aux questions d'esthétique, intéressé beaucoup à la littérature, aux formes de la fiction, à la fiction littéraire, à la fiction cinématographique. Donc, je suis en quelque sorte un philosophe où j'ai une pratique de la philosophie qui est beaucoup plus justement une pratique d'essayer de mettre ensemble des formes, des domaines et des formes de rationalité qui sont hétérogènes. Donc pour moi, la philosophie est plutôt une manière de sortir du champ philosophique qu'une élaboration interne des concepts de la philosophie. Parfait. Et aussi, nous demandons comment repenser les rapports entre esthétique et politique pour nos sociétés contemporaines. Je crois qu'il faut partir du fait que on n'est plus du tout dans des figures un peu traditionnelles où on pense par exemple le rapport de l'art à la politique sous la forme de l'art illustrant la politique ou de l'art créant des formes de conscience, des formes de conscience politique. On est dans une situation aujourd'hui où au fond il y a une sorte de chevauchement, d'overlapping entre des sphères différentes. Et bon, dans la mesure même où la sphère politique officielle est de plus en plus pauvre, on assiste d'une part au fait que des artistes deviennent des espèces soit de militants, soit de chercheurs, soit d'enquêteurs, qui essayent de reconstruire une visibilité des événements communs. Bon, on peut penser par exemple au travail d'un artiste comme d'un cinéaste comme Eyal Weizman par exemple, qui s'occupe finalement non plus de représenter des événements politiques, mais de les reconstituer. Savoir qu'est-ce qui se passe par exemple dans une journée de bombardement à Gaza, ou qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la fameuse affaire des 43 étudiants mexicains massacrés. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais je crois que de plus en plus, au fond,
des artistes soit prennent en charge des formes d'investigation politique, soit deviennent comme des participants à des manifestations politiques, mais pas comme simplement comme artistes au service de la politique, mais comme performeurs. On peut penser au rôle qu'ont joué un certain nombre d'artistes, hommes de théâtre, performeurs dans les mouvements d'occupation à Istanbul, à Athènes par exemple. Et ceci est lié au fait aussi que justement les formes de protestation politique aujourd'hui passent de moins en moins par, disons, la forme traditionnelle du parti organisant des manifestations, et passent de plus en plus par des formes comme justement les mouvements d'occupation des rues, dont on peut dire qu'elles sont des formes en un sens esthétique, parce que justement elles ne s'appuient plus sur des forces sociales supposées constituées, elles ne suivent plus des partis politiques comme tels, mais elles sont des manières au fond d'occuper en commun un espace, de construire une certaine forme d'occupation de l'espace, aussi de construire un certain rapport au temps. Donc je dirais qu'il y a à la fois de plus en plus une dimension d'enquête et d'enquête et d'activisme politique chez les artistes, et de plus en plus aussi une espèce d'aspect esthétique de la politique qui apparaît dans les mouvements actuels, quoi. Et bon, ce que j'appelle esthétique, c'est pas simplement le fait qu'il y ait un côté spectaculaire. Pour moi, esthétique, ça veut pas dire spectaculaire. Esthétique, c'est vraiment ce qui se rapporte vraiment à l'expérience sensible, à la manière dont l'expérience sensible est constituée en un monde commun. Et je crois que oui, de plus en plus aujourd'hui, justement, il y a comme une espèce de zone un petit peu de proximité, quelquefois d'indécision, qui se constitue entre des activités faites par des gens qui ont l'identité d'artistes, quoi, et puis des formes de protestation qui sont les formes de protestation politique, mais qui prennent de plus en plus, au fond, l'aspect d'une sorte de dramaturgie ou de scénographie collective. Alors, je crois que sans doute nous sommes en train de traverser pour une crise de la démocratie en voyant des phénomènes comme le Brexit, le boom des partis des extrêmes droites, la faiblesse de la gauche, et nous nous questionnons comment il faut penser la démocratie aujourd'hui. Bon, je crois que la question, c'est qu'au fond, on a peut-être oublié complètement le sens originel de ce que ça veut dire démocratie, ce que ça veut dire. On a vraiment tellement habitué à penser la démocratie comme une forme d'État régie par le système représentatif, qu'on a oublié complètement le sens originel de la démocratie. La démocratie, je dirais, c'est l'exercice d'un pouvoir de tous, ça veut dire l'exercice d'un pouvoir qui n'est pas supposé justement être l'exercice d'une capacité des gens qui sont plus intelligents ou plus nobles ou plus riches que les autres. Donc la démocratie fondamentalement, c'est l'exercice d'une capacité qui est la capacité de n'importe qui. Institutionnellement, ça s'est exercé dans l'Antiquité sous la forme, par exemple, du tirage au sort et non pas des élections. Et bon, simplement, ce qui s'est passé, c'est que, à l'époque moderne, on a fini par confondre entièrement démocratie et système représentatif. Or, système représentatif, c'est absolument pas l'exercice de la démocratie. On a été habitué à penser que la démocratie, ça consiste en ceci, que le peuple confie son pouvoir à des gens qui sont ses représentants. Mais fondamentalement, c'est pas ça le système représentatif. Le système représentatif, c'est le fait qu'il y a des gens qui sont en quelque sorte comme représentants de la société et comme légitimes pour parler au nom de la société. Bon, si on peut penser par exemple, c'est vraiment la pensée des pères fondateurs américains, pas du tout que le peuple se représente, mais que le peuple est gouverné par des gens qui sont représentants des intérêts généraux de la société. Alors, et ça, au fond, le système représentatif est fondamentalement un système oligarchique. Et bon, mais il a été finalement plus ou moins identifié à travers toutes les batailles sur le suffrage universel à la démocratie.
ça devient maintenant extraordinairement difficile parce que, bon, il y a des automatismes qui fait qu'on dit par exemple il y a une crise des démocraties. Mais ça veut dire quoi, crise des démocraties? Ça veut dire que le système représentatif, disons, bon, est pris de dysfonctionnement, quoi. La démocratie, elle n'existe pas, elle ne peut pas être en crise, elle n'est pas là, quoi. Et donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est de penser véritablement qu'il y a démocratie quand il y a des formes effectives d'exercice d'une capacité qui est la capacité de n'importe qui. Or, c'est vrai que cette forme, disons, cet exercice, finalement, bon, il n'existe aujourd'hui que marginalement, ou il existe sous forme de mouvements qui sont des mouvements éphémères, ou sous forme de mouvements qui sont des mouvements en quelque sorte locaux, centrés sur un problème particulier, quoi. Donc voilà, on peut dire que pour l'instant, il n'existe de démocratie véritable que soit momentanée, soit locale. Et au fond, la question est de savoir est-ce qu'on peut installer dans la durée et donner une forme d'universalité à ces expériences démocratiques locales et provisoires. En relation à ça, on dirait que l'émancipation doit passer par les vrais exercices de démocratie, mais aujourd'hui, au terme de capitalisme qui code totalement l'expérience sensible des gens, alors comment penser l'émancipation, elle doit casser les systèmes représentatifs pour... Bon, d'une part, moi je pense que de même qu'il faut sortir de l'équivalence entre démocratie et représentation, il faut sortir de ces images qu'on a toujours du capitalisme comme étant une espèce de, comment dire, vraiment de milieu, enfin, disons de milieu qui imprégnerait tellement les gens, si vous voulez, qui interviendrait en quelque sorte dans leur cerveau, dans leur corps, ce qui fait que on serait tous des agents du capitalisme dès qu'on veut quelque chose, dès qu'on désire quelque chose, voilà, on serait tous déjà des agents du capitalisme. Non, je pense que bon, il y a des manières toujours d'essayer de construire des formes de vie qui soient un peu justement résistantes par rapport à l'emprise capitaliste. C'est pas le capitalisme qui dicte toutes nos conduites, qui dicte toutes nos pensées. C'est-à-dire, bon, voilà, je pense qu'il y a toujours cette espèce d'influence de la théorie marxiste, de l'idéologie, qui pense que si la domination marche, c'est parce qu'on est finalement, notre cervelle finalement est complètement, en quelque sorte, retournée ou mise à l'envers par le capitalisme, et qu'au fond, on adhère parce qu'on est trompé, parce qu'on est complice. Non, je pense qu'on adhère parce qu'on est résigné, on adhère parce que, bon, on voit pas quel monde meilleur on peut construire. Et au fond, la question, c'est véritablement, à mon avis, justement, de l'émancipation, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de construire à des niveaux, bon, individuels, collectifs, mini-collectifs, macro-collectifs, des formes de vie qui soient libérées par rapport à ce que dicte le capitalisme. C'est ça que ça a toujours voulu dire émancipation, si vous voulez, à savoir, on essaye de construire justement des formes de vie qui soient en écart par rapport aux formes de vie, enfin, qui sont déduites de la logique du capitalisme. Bon, une forme de solidarité déjà contre les pouvoirs dominants, c'est déjà quelque chose qui est, je dirais, finalement est opposé à la logique du capitalisme. La logique du capitalisme, c'est que chacun s'arrange simplement pour tirer son profit personnel au détriment de tous les autres. Or, bon, de fait, c'est pas ce qui se passe. De fait, on a des mouvements de solidarité. De fait aussi, bon, on a toujours eu des formes disons, d'écart par rapport aux pratiques de consommation qui sont dictées par le capitalisme. Bon, on nous dit on est tous consommateurs, donc tous complices, mais bon, bien sûr, tous on mange, on achète des produits, tous on consomme. Ça veut pas dire forcément qu'on le fait de la manière qui est programmée et imposée par le capitalisme. Donc, à mon avis, bon, l'émancipation, bien sûr, ça reste une tâche difficile, une tâche de tous les moments, une tâche un peu de tous les moments. Mais disons, je pense pas que on soit dans une logique où nécessairement on soit prisonnier dès le départ. Bon, les prisons, effectivement, des prisons, il y a toutes sortes de prisons, mais aussi toutes sortes de manières de se libérer un peu, à moitié, plus ou moins complètement, des types de comportements, de pensées, d'affects qu'un système nous impose, quoi. C'est pour ça qu'à mon avis, au fond, la question un petit peu, c'est que
aujourd'hui, peut-être les formes d'émancipation individuelle ou collective prennent souvent plus la forme justement de forme de sécession par rapport, donc en opposition à la logique classique qui voudrait être la logique de l'affrontement, la logique de la lutte pour le pouvoir et de la prise du pouvoir. Et alors, pour finir, comme ce qui nous occupe, c'est la pensée, nous demandons quels sont les défis pour penser en pensée critique qui, dans les conditions de notre époque, doit être en même temps locale et globale, et en même temps en cherchant en commun et en considérant la différence. Comment penser la pensée critique même aujourd'hui? Bon, je pense que la pensée critique, mon avis, doit être une pensée qui s'articule, je dirais, sur les opérations critiques. Je veux dire par là, sur des pratiques, bon, des pratiques peuvent être des pratiques de, disons, je sais pas, de groupes politiques, mais des pratiques aussi de groupes artistiques, c'est-à-dire que, je pense qu'il faut sortir d'un type de pensée critique, qui est le type de pensée critique qui, justement, passe son temps à vouloir dénoncer la logique globale du système. Bon, je veux dire que on est habitué à cette forme de pensée critique qui a été, largement inspirée de la tradition marxiste, où on pense effectivement que les gens sont aliénés parce qu'ils comprennent pas, qu'il faut leur expliquer la logique globale du système, et il y a des gens qui à tout instant continuent à vouloir nous dire que tout ce qui arrive est dépendant de la logique globale du système, quoi. Le résultat, c'est que la pensée critique, à mon avis, est une pensée finalement qui ne produit que de la résignation, parce qu'elle prouve d'une certaine façon que le capital s'étend partout, domine tout, qu'on peut pas y résister, et que tout ce qu'on peut faire contre est encore une manière d'adhérer. Bon. Donc voilà, moi je pense qu'une pensée critique, c'est une pensée qui essaye un petit peu de se pencher sur les diverses formes de rupture, même simplement les diverses formes d'expérimentation, bon, disons des mouvements comme ceux des mouvements démocratiques comme ceux qui a pu y avoir, bon, en Occident depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Voilà, bon, ce sont des expérimentations, il y a toutes sortes de formes, on peut dire aujourd'hui, d'expérimentation artistique, d'artistes qui essayent de construire justement des manières de représenter, pas de représenter, mais de constituer un petit peu les événements. Il y a toutes sortes de manières, je dirais, d'essayer de mettre en commun. Parce que, bon, qu'est-ce que c'est quoi finalement, peut-être ce qu'il y a de commun entre, politique et esthétique, c'est le fait que, au fond, ce sont des opérations qui construisent des mondes communs, quoi. Et un monde commun, c'est pas un monde où tout le monde est englobé, c'est pas un monde où tout le monde non plus s'embrasse et se serre la main. Un monde commun, c'est un monde où les choses prennent du sens en commun. Donc, au fond, il y a un sens commun dominant qui est effectivement ce que j'appelle le consensus, à savoir la logique dominante qui nous dit que la situation c'est ça peut pas être autrement, on peut le constater, on peut rien changer à ce qui est, et voilà. Et donc, au fond, il y a des modes de présentation des situations, des modes de présentation et d'interprétation de ces situations qui font que voilà, on est obligé de considérer que le monde est comme ça et qu'après, bon, il y a plus que des toutes petites différences. Voilà. Et puis par rapport à ça, il y a ceux qui vous disent mais non, c'est un système qui est entièrement pourri, il faut tout changer, mais bon, tant qu'on n'a pas tout changé, donc rien ne changera. Et je pense qu'une pensée critique est une pensée qui essaie de s'articuler sur ce qui essaye de bouger. Et ce qui essaye de bouger, justement, c'est toujours une manière dont, justement, des manifestants éventuellement sur une place, mais des manifestants, luttant pour préserver tel ou tel territoire, telle ou telle forme de vie, des artistes essayant de reconstruire la visibilité d'un événement, des artistes essayant de recréer un petit peu les gestes du travail, les gestes de la lutte, de penser un petit peu sur la fonction sur les rôles des gestes, sur les rôles des mouvements, des artistes qui essayent de repenser le rôle des images. Voilà, il y a constamment un peu partout comme des expériences où on met en commun des mots et des mots, des mots et des images, des mots, des images, des mouvements, et voilà, et ça constitue, je dirais, comme autant de propositions de monde commun. Et je pense qu'une pensée critique aujourd'hui, c'est une pensée justement qui véritablement essaye de prendre appui sur ce qui peut se faire, un peu à droite, à gauche, comme forme d'expérimentation, de présentation de situations, de construction de situations communes, d'interprétation des événements et des situations qui en écart par rapport au consensus.
les articulations des structures politiques en Amérique latine passent souvent par l'oligarchie. Et l'oligarchie coopte totalement l'État libéral. Et c'est vraiment difficile de faire comme tomber ces structures et penser des nouvelles structures. Alors nous nous demandons comment faire des exercices d'articulation d'un commun qui ne passe par là. Bon, je suis pas sûr, si vous voulez, que les formes d'exercice du pouvoir en Amérique latine soient tellement différentes des formes d'exercice du pouvoir en Europe, ou plus généralement dans le monde dit occidental, dans le monde dit libre, quoi. Je pense que, en revanche, ce qui est quand même peut-être très fort en Amérique latine, je dirais que peut-être c'est au fond la manière dont l'idée du pouvoir d'État, l'idée de prendre le pouvoir d'État, l'idée de ce que doit faire le pouvoir d'État est quelque chose qui peut-être me semble être beaucoup plus fort en Amérique latine. Je veux dire, je suis quand même effectivement je pense étonné justement de la manière dont maintenant arrivent en Europe des formes politiques qui sont plus ou moins fondées sur Hugo Chavez, sur le kirchnerisme, sur la tradition populiste latino-américaine, comme si précisément, je dirais que il y avait vraiment une sorte de très forte pensée encore ancrée en Amérique latine sur le fait que la politique passe essentiellement par des réformes de l'État. Et or, je pense que non, on est aussi bien en Amérique latine qu'ici à un point où on peut penser que ce qui est important aujourd'hui, c'est que puissent se constituer des forces politiques, qui ne sont pas des forces politiques en quelque sorte justement structurées par la lutte pour le pouvoir d'État, structurées par le système représentatif, structurées, si vous voulez, par la lutte des partis. Je crois que il y a d'espérance pour la démocratie, mais aussi bien en Amérique latine que ici, à partir vraiment de l'idée que il doit se constituer des forces politiques qui soient autonomes par rapport justement au type de vie publique qu'organise l'État, quoi. Alors c'est vrai bien sûr que en Amérique latine, dans la mesure où bien sûr il y a des formes de vie, il y a des inégalités qui sont aussi beaucoup plus fortes qu'en Europe finalement. Je veux dire que malgré tout en Europe il y a une relative homogénéité des populations. Bon, c'est vrai que si on prend ce qui se passe au Mexique, ce qui se passe au Brésil par exemple, où on a véritablement effectivement des bourgeoisies urbaines très fortes, des pouvoirs très corrompus, et puis disons des masses paysannes qui souvent vivent dans des conditions vraiment misérables, qui sont plus ou moins chassées de leurs terres, des populations autochtones dont la civilisation est réprimée. Bon, bien sûr ça fait des très très grands écarts, et du même coup précisément l'État apparaît comme la seule force un petit peu finalement unitaire, quoi, et on cherche toujours à ce que... moi c'est ce qui me semble vu de loin, je vous le dis tout de suite, c'est comme ça que je vois les choses vues de loin, quoi. Je pense que l'État apparaît en quelque sorte comme la puissance unitaire, quoi. Alors bien sûr en Europe on a perdu un peu l'habitude j'exagère un petit peu, mais en tout cas disons là, je pense que malgré tout, on peut penser, sinon vraiment arriver à réaliser des formes politiques qui soient à côté de l'État, autonomes et pas prises dans la logique du pouvoir d'État, quoi. C'est plus difficile en Amérique latine certainement, mais je pense malgré tout que c'est seulement à partir de formes de subjectivation qui naissent véritablement de manière autonome. Oui, des problèmes, des luttes, des différents types de populations, qu'on peut penser véritablement un avenir de la démocratie. Il y a beaucoup de penseurs aujourd'hui qui parlent sur l'ontologie politique et dans votre œuvre, ce terme explicitement n'est pas présent. Est-ce qu'il y a eu une raison Oui, non, fondamentalement, je pense que
bon, l'idée que la politique devrait se fonder sur quelque chose comme une théorie de l'être, quoi, pour le dire vite, bon, est quand même quelque chose, bon, qui marque probablement disons l'influence, y compris sur toute une pensée qui se veut de gauche, au fond l'influence malgré tout de Heidegger, enfin de cette idée en quelque sorte qu'un changement, une sorte de changement politique est un changement historique, un changement destinal qui est fondé sur une sorte de réinterprétation de l'être, quoi. Or, bon, je pense que je pense que la politique n'a vraiment rien à voir avec le destin de l'être, quoi, que la politique a vraiment lié à des formes de partage, des formes de hiérarchie, de lutte contre la hiérarchie entre les humains, et que bon, au fond, il y a pour moi, dans cette idée d'une politique fondée sur l'ontologie, une espèce peut-être, au fond, d'obsession d'une politique qui serait comme garantie en quelque sorte sur une structure qui serait la structure de l'être même. Et bon, je pense notamment à tout ce qu'on essaye tout ce qu'on essayait d'élaborer un petit peu des gens comme Tony Negri, à savoir penser que véritablement il y aurait comme une espèce de productivité de l'être qui viendrait comme soutenir en même temps toute la vision marxiste du développement des forces productives. Donc voilà, on met un peu Spinoza derrière Marx pour toujours, au fond, maintenir l'idée d'une sorte au fond de politique qui serait comme fondée sur l'histoire du monde, qui serait comme l'aboutissement en quelque sorte d'une rationalité qui serait immanente aux choses elles-mêmes, immanente à l'histoire elle-même. Bon, je crois qu'il n'y a pas de rationalité immanente aux choses elles-mêmes, pas de rationalité immanente à l'histoire, qu'il y a finalement des formes de rationalité qui sont hétérogènes. L'idée, enfin un petit peu ce qu'on pourrait appeler le présupposé ontologique, c'est quand même le présupposé qu'il y a une sorte de rationalité ultime de toutes les rationalités, une sorte de fondement, de fondement commun, qui généralement arrive malgré tout à souvent quelque chose finalement de très très pauvre, quoi, de très très pauvre, et finalement de peu utile en réalité pour la pensée et pour l'action politique. Donc voilà, je pense qu'on se rassure en pensant que la politique est fondée sur l'ontologie, que si on a une bonne ontologie, on aura de la bonne politique. Je pense que pour moi, cet effort est un petit peu voué à rester absolument improductif. Nous parlons encore des droites et des gauches et parfois on croit que on devrait transcender ces distinctions, mais ils sont toujours importants dans la politique encore. Et en ces termes, comment penser la gauche aujourd'hui? C'est encore une chose de parti politique ou c'est une chose de mouvement, de bas ou quoi? Et dans un autre côté, votre dernier livre, c'est pas écrit pour vous, mais édité par vous. Il y a un titre très provocatif. Nous pensons que c'est la philosophie plébéienne. C'est le philosophe plébéien. Les philosophes plébéiens, c'est ça. Et nous demandons à quoi rapporte ce titre. D'accord. Bon, sur le premier plan, oui, je dirais que ce que nous constatons un peu partout dans nos sociétés, c'est que fondamentalement la droite et la gauche, justement, partent d'un même type de description du monde, d'un même type d'interprétation du monde, donc ont des solutions à peu près identiques, quoi, avec effectivement quelques variantes. En gros, on voit bien qu'aujourd'hui les problèmes de mœurs, les problèmes de savoir comment si on doit mettre telle chose au féminin ou au masculin sont devenus le principal point d'opposition entre les partis de droite et les partis de gauche, parce que sur tous les autres plans économiques, sociaux, ils sont à peu près d'accord, parce que simplement ils n'ont pas l'idée qu'il pourrait y avoir autre chose que ce qu'il y a. Et puis il y a des partis qui sont de gauche,
qui, dans mon idée, sont un peu des parasites, un petit peu au fond des sortes de parasites en quelque sorte. On pourrait dire que c'est ou des parasites des mouvements, parasites des mouvements de protestation dans la sphère électorale, ou au contraire que sont des parasites en quelque sorte de la sphère électorale dans les mouvements populaires, quoi. Bon, je pense effectivement aux partis un petit peu du style Podemos, Syriza ou la France Insoumise, qui sont des essais en quelque sorte de traduire au fond, en termes de position à l'intérieur de la sphère du pouvoir, ce qui vient en fait des mouvements de protestation démocratiques, quoi. Donc fondamentalement aujourd'hui, je crois que effectivement, ou bien on définit vraiment des formes démocratiques qui sont réellement hétérogènes au système des divisions officielles droite-gauche. Voilà, ou bien on n'a pas de politique, quoi. C'est-à-dire, si on veut effectivement aujourd'hui penser la politique, ou penser quelque chose qui serait une vraie gauche, mais il faut sortir et aussi bien de la gauche officielle que aussi de la gauche officielle, quoi. Voilà, ça c'est un premier point, quoi. Et bon, la deuxième chose, c'est le philosophe plébéien, ça renvoie pas du tout à l'idée qu'il y aurait une philosophie qui serait propre au peuple, qui serait propre aux couches populaires, qui viendrait d'une énergie populaire, pas du tout. Moi, le philosophe plébéien, c'est une série, donc, c'est des textes que j'ai rassemblés, disons d'un philosophe qui est plébéien au sens où c'est quelqu'un qui se pique, on peut dire, de faire de la philosophie, de penser, alors que c'est pas son métier, qu'il n'est pas né pour ça. Donc le philosophe plébéien, c'est celui qui est né en principe pour simplement travailler, éventuellement lutter, mais jamais pour penser. Le philosophe plébéien, c'est fondamentalement le plébéien ou le prolétaire, qui sort du rôle dans lequel il était assigné pour se mettre à vouloir d'une part vivre une vie complète, quoi, et participer donc au monde de l'esprit, au monde de l'art, au monde de la pensée, et puis qui en même temps, oui, effectivement, se pique, alors qu'il est simple ouvrier, de repenser absolument la manière dont les gens doivent vivre, puisque véritablement il fait, donc le philosophe plébéien dont je parle, l'agonie, il crée toute une philosophie, il crée une espèce de contre-économie, il pense la ville de l'avenir, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est ça le philosophe plébéien, qui renvoie pas du tout à une vision un peu identitaire d'une philosophie qui sortirait des profondeurs du peuple, mais beaucoup plus à justement une philosophie qui fait rupture, parce qu'elle est la philosophie de ceux ou de celles qui ne sont pas censés philosopher. Merci.